bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de parler un petit peu de neurosciences. En particulier, on va voir dans les dysfonctionnements qui peuvent subvenir après un trauma. Donc comme Véronique vous a présenté à l'instant, lorsque nous sommes en situation de stress aigu, on va avoir cet axe hypothalamo-hypophysaire ici qui va être activé. Et donc on va avoir soit une réponse neuronale, soit une réponse endocrine. Mais il y a un autre niveau ici qui est particulièrement intéressant et qui est représenté par les structures cérébrales qui sont indiquées en violet ici, qui sont le cortex préfrontal. Vous voyez ici juste à l'arrière du front chez les humains. L'amygdale qui est représentée en orange, qui est une toute petite structure profonde du lobe temporal médian en amont de l'hippocampe ici, représentée en bleu. Et ces deux structures sont extrêmement importantes dans tout ce qui est apprentissage et mémoire, et en particulier dans les mémoires aversives, ce qui nous intéresse particulièrement dans le cas du trauma. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ces structures, et en particulier l'amygdale, ne fassent pas partie de cet axe du stress, c'est une structure qui va activer l'hypothalamus et donc cette cascade dont Véronique vient de vous parler. Donc ce stress, finalement, ça fait partie de notre vie quotidienne. Et comme on vient de le voir, si ce stress est trop important, d'accord, si nous sommes victimes d'expériences traumatisantes, alors l'organisme va être dépassé. Et on va parler de réponses maladaptatives. Il va y avoir des réponses au niveau de ce système qui contrôle donc notre stress, mais il va aussi y avoir des réponses, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, au niveau des régions dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le cortex préfrontal, l'amygdale et l'hippocampe. Des réponses dans le sens où on va avoir des modifications de la structure de ces régions cérébrales, mais aussi des connexions entre ces structures. Si on reprend un petit peu l'organisation du cerveau humain, on a ici 4 principaux lobes qui sont représentés. Le lobe occipital qui va gérer ici en vert toutes les informations visuelles. Le lobe pariétal qui est représenté ici en bleu, qui nous permet en partie à se repérer dans l'espace, coordonner les mouvements, mais aussi faire compter, etc. Et les lobes qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, qui sont le lobe frontal. Donc on le considère souvent comme le siège de la pensée, de la réflexion ou encore de la planification. Et le lobe temporal ici en jaune, qui dans lequel vont être localisées les structures dont je viens de vous parler, en particulier la structure hippocampique. Donc ce qu'on appelle les structures limbiques. Et c'est un lobe qui est extrêmement important dans tout ce qui est gestion des émotions. Si on regarde un petit peu plus particulièrement la localisation de ces deux structures, donc l'hippocampe ici qui est représenté en vert et l'amygdale qui est représentée en rouge, donc par transparence bien sûr dans un cerveau humain, ce qui a été observé chez des personnes ayant subi des traumas, et souvent donc qui sont diagnostiqués PTSD, un trouble du stress post-traumatique, c'est qu'on va avoir une réduction du volume de la structure hippocampique et une hyperactivité de l'amygdale. Donc une structure qui va surfonctionner, qui va être beaucoup plus sensible aux interventions environnementales. Donc des personnes qui vont surréagir finalement par rapport aux événements auxquels ils vont être confrontés. Comment est-ce qu'on peut avoir une structure qui présente un volume plus petit comme l'hippocampe ici quand c'est le cas des traumas? Ce qui va se passer en fait, c'est que lorsque le cerveau est soumis à un stress, on va avoir des changements génétiques qui vont finalement agir sur différents types de cellules, que ça soit au niveau ici des cellules gliales qui vont être un peu le soutien, on va dire, au système nerveux, mais aussi au niveau architectural. Et donc en fait, ce stress va entraîner des modifications structurales du cerveau. Alors, ce qui est particulièrement important à garder en tête, et c'est ce qui vraiment nous intéresse aussi au sein de l'association CDP Enfance, c'est que ces stress, bien sûr, en tant qu'adultes, nous les subissons et nous pouvons avoir ces modifications et ces stress post-traumatiques, mais lorsqu'on s'intéresse à l'enfant, on est dans un organisme qui est en cours de développement. Et tout stress, en fait, chez l'enfant
va modifier de façon drastique, tout stress chronique va modifier de façon drastique le développement de son cerveau. On a une représentation ici des 3 étapes clés en fait du développement du cerveau. Et je vais venir dessus à l'instant. Donc, on considère globalement qu'à 5 ans, le développement cérébral atteint environ 90%. Et on vous dit cependant, pendant l'adolescence, la croissance et le développement du cerveau se poursuivent de manière intensive. Pourquoi et comment est-ce que ça se passe? En fait, il y a 3 étapes qui sont importantes dans le développement du cerveau. La première est la prolifération. Ça veut dire qu'en fait, il y a une croissance continue de neurones et de nouvelles connexions entre ces neurones. Les neurones étant bien sûr les cellules clés du système nerveux central. Donc l'information va être dirigée et va être possible grâce aux communications qui vont avoir lieu entre ces neurones ici représentés en bleu. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une sélection des réseaux les plus optimaux au cours du développement. Et ça se produit tous les jours, lorsqu'on fait des apprentissages. On va avoir une sélection de ces réseaux à l'âge adulte également. Et la troisième étape, c'est la myélinisation. La myélinisation, en fait, ça consiste à isoler les neurones, et c'est ce que vous avez représenté ici en rose sur ce dessin. Ce sont d'autres cellules, les cellules gliales, qui vont isoler les neurones pour augmenter leur efficacité de communication. Et vous connaissez peut-être certaines maladies qui touchent en particulier cette myélinisation et qui a des conséquences extrêmement graves sur la mobilité, par exemple, des personnes. Donc, si on regarde un petit peu l'élagage synaptique, vous avez une représentation ici de la naissance à 6 ans et à 14 ans de ce que pourrait représenter un cortex chez l'enfant en développement. Et on voit qu'il y a une augmentation. Clairement, ici en bleu sont représentés les neurones, donc les cellules principales du système nerveux central. Et on a une augmentation clairement entre la naissance et 6 ans du nombre de ces neurones. Et on voit qu'à 14 ans, il semblerait y avoir moins de neurones. En fait, il n'y a pas moins de neurones. Il y a moins de connexions entre ces neurones-là, puisqu'il y a une optimisation finalement des réseaux. Et plusieurs études ont montré, et ici c'est en imagerie par résonance magnétique, qui chez l'enfant, donc ici c'est de 5 ans jusqu'à 20 ans, on considère en fait qu'un cerveau atteint sa maturité vers l'âge de 20-22 ans, pas avant, on observe sur cette représentation ici que le développement n'est pas homogène non plus. Le cerveau ne se développe pas de façon linéaire, d'accord, quelle que soit la structure. Les structures, on vous dit, le cerveau mature en fait de l'arrière vers l'avant. Et donc les conséquences, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'avant du cerveau, on a le lobe frontal, où on va avoir le cortex préfrontal qui est extrêmement important dans tout ce qui est prise de décision et gestion des émotions aussi, il est extrêmement bien connecté avec les structures telles que l'amygdale et l'hippocampe. Donc clairement, lorsque le cerveau est en développement et ce développement étant non linéaire, on va avoir des conséquences des traumas qui vont être très différentes selon l'âge auquel on va y être soumis. Enfin, donc la troisième caractéristique, la myélinisation. Donc je vous ai dit, c'est le processus qui permet d'isoler en fait les axones et qui est continu au cours du développement, de l'enfant jusqu'à l'adulte et qui perdure, c'est-à-dire que lorsqu'on acquiert de nouvelles compétences, et ici l'illustration c'est des compétences physiques telles que jongler ou jouer d'un instrument de musique, on va continuer, d'accord, à améliorer donc cette myélinisation. Et finalement, on a une légère augmentation au moment de la puberté et que ça arrive juste après finalement le pic de matière grise. Donc, dans l'ensemble, finalement, ce que l'on observe, c'est que chez un cerveau en développement, chez un cerveau donc de l'enfant, ici de la naissance jusqu'à 22 ans, on va avoir non seulement des structures qui sont en cours d'optimisation, on va dire, mais qui sont aussi en train de se connecter les unes avec les autres. Et c'est ce que vous avez représenté sur cette illustration ici, où on voit les faisceaux principaux ici qui nous intéressent en différentes couleurs. Ici, vous avez le lobe frontal, d'accord, qui est avec le cortex préfrontal dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, vous allez avoir à ce niveau-là environ l'hippocampe, d'accord, et l'amygdale cérébrale dont on parle.
Et ce que vous pouvez clairement observer, c'est que à l'âge de 22 ans, on a des connexions très fortes entre le préfrontal, par exemple, et l'amygdale et la structure hippocampique qui vont se retrouver environ à ce niveau-là. Ce qui n'est pas du tout le cas chez des enfants beaucoup plus jeunes. Donc on va avoir des gestions d'émotions qui vont être très différentes chez un enfant et chez un adulte. Alors, quelles sont les conséquences d'un trauma justement sur les réseaux dont je viens de vous parler? Alors souvent, on représente ces réseaux de cette façon-là. Sur ce dessin, vous voyez le cortex préfrontal qui est subdivisé ici en deux parties et qui a une connexion très forte avec l'amygdale qui est représentée ici. Pourquoi? Parce que ces connexions finalement entre le cortex préfrontal et l'amygdale vont permettre à l'individu de former une mémoire donc de l'événement désagréable, d'accord, qu'on va appeler ici aversif, qui va être soit renforcé, d'accord, et focalisé sur un apprentissage, soit généralisé, d'accord, à d'autres événements. Et ça, c'est ce que l'on vit tous les jours, hein. Et donc le but de ces connexions entre le préfrontal et l'amygdale, c'est d'être le plus optimal possible pour qu'on ne puisse pas généraliser une situation stressante à n'importe quel autre événement qui va subvenir. Et donc des dysfonctionnements, et ça c'est des études que l'on mène nous chez des mammifères tels que la souris ou le rat, des dysfonctionnements de connexion entre les cortex préfrontaux et l'amygdale vont entraîner ce qu'on appelle des désordres de type traumatique chez le rongeur. Et certaines études qui ont été menées chez des enfants, donc des adolescents en particulier, afin d'étudier les réseaux, justement les connexions qu'il pouvait y avoir entre ces différentes structures, ont pu identifier, toujours ici par imagerie, les défauts de connexion que l'on pouvait observer entre l'amygdale, par exemple, et le cortex préfrontal, où on va avoir soit une déconnexion, soit au contraire une augmentation certaines fois du couplage. Et ça dépend en fait, les auteurs s'accordent sur le fait que ça dépend aussi beaucoup du type d'imagerie qu'on va utiliser et de la précision en fait des études. Et ce dont vous parliez tout à l'heure, de l'importance en fait d'avoir les protocoles homogènes entre les études afin de pouvoir les utiliser comme base pour les prochains travaux. L'autre point important, c'est aussi les connexions entre l'amygdale et l'hippocampe. Alors l'hippocampe, pourquoi est-ce que ces connexions sont importantes? Parce que finalement, l'hippocampe, c'est globalement la structure qui va nous permettre de former des souvenirs personnels, d'accord, et de les garder à plus ou moins long terme. La connexion entre la structure hippocampique et la structure amygdalienne est extrêmement importante lorsqu'on parle de mémoire aussi aversive ou de mémoire traumatique. Pourquoi? Parce que l'hippocampe les émotions donc qui sont générées qui sont codées, on va dire, par la structure amygdalienne, vont précipiter les mémoires traumatiques. Et donc, plus une émotion va être importante, plus la mémoire associée va perdurer et va être stabilisée à très long terme. Et donc, là aussi, on peut observer chez les enfants ayant subi des traumatismes qu'il y a cette connexion et cette déconnexion entre ces deux structures. Mais il y a aussi d'autres réseaux qui vont être touchés par ces traumatismes, en particulier donc les réseaux fronto-pariétaux, c'est-à-dire plusieurs les structures du lobe frontal avec des structures du lobe pariétal qui vont être déconnectées, mais également ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, c'est-à-dire que lorsque vous n'effectuez pas de tâches, d'accord, lorsque l'on fait rien, on ne dort pas, mais on n'effectue pas de tâches non plus. Le cerveau a un mode, d'accord, par défaut. Le cerveau est malgré tout actif et il est prêt à pouvoir intervenir, on va dire, à pouvoir être réactivé suite à selon la situation à laquelle vous allez être soumis. Et ce que l'on observe, c'est qu'on a un dysfonctionnement de ce réseau-là, qui est normalement le réseau de base, d'accord, du cerveau, chez les personnes qui ont subi un stress chronique, mais ici en particulier des enfants. Donc globalement, le message que l'on voulait vous faire passer un petit peu aujourd'hui avec les conséquences neurobiologiques, c'est que finalement, on va avoir des dysfonctionnements qui vont être ancrés dans le cerveau
suite à ces traumatismes chroniques, que ce soit ici des traumatismes chez l'enfant en particulier, d'ailleurs, puisqu'on est dans un cerveau en développement. Et ce cerveau en développement, il est plastique, donc il faut garder espoir, hein, on sait tous qu'on est capable d'acquérir de nouvelles compétences, quel que soit notre âge ou quasiment. On va pas apprendre à faire du roller quand on devient de plus en plus âgé, mais on peut on peut apprendre à parler une autre langue, etc. On a cette capacité d'apprentissage qui est extrêmement importante, et on a donc la capacité, très certainement, de pouvoir réverser certains de ces traits, ou en tout cas de prévenir, si on arrive à diagnostiquer, si on arrive à suivre ce qu'on disait tout à l'heure, le plus précocement possible les personnes qui sont en trauma, de limiter finalement les effets, on va dire, de dysfonction que l'on peut observer au sein du cerveau humain. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.